impact sur les parcours éducatifs. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Ah bah non. Alors, j'essaie d'ouvrir mon micro. Donc, on attend encore 2 minutes avant de démarrer. Et vous êtes bien sur le webinaire « La santé mentale des enfants et son impact sur les parcours éducatifs ». Donc, s'il vous plaît, comme vous êtes très nombreux et nombreuses, merci de couper vos micros. Et puis, vous avez un espace dans la conversation Tu le fais avec le mien. pour poser vos Je vais le mettre questions. un tout petit peu plus fort. Et ça, pourquoi ça fait ça? Donc, merci de couper vos micros. Et nous démarrons dans 1 minute. Donc, encore quelques petites secondes avant de démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, vous êtes bien sur le webinaire « La santé mentale des enfants et son impact sur les parcours éducatifs ». Comme je rappelle quelques petites consignes techniques, comme vous êtes très nombreux, nous vous demandons de couper vos micros et puis d'utiliser le petit module conversation pour poser vos questions et partager vos remarques tout au long de ce webinaire. Donc, je suis ravie d'introduire ce webinaire qui est organisé par 2 groupes de travail du Réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Je suis accompagnée de mes collègues donc, du groupe de travail éducation. Donc, je ne sais pas si vous la verrez, mais ce sont Sophie Correia qui travaille au sein de Ressources Urbaines, qui est le centre de ressources du 91 77. Madame, je me permets de vous signaler qu'on ne vous entend absolument pas. Il y a énormément de messages dans la conversation qui vous le dit. Ah bon? Moi, j'entends très bien. Moi, j'entends très bien, donc je pense que c'est le micro des participants. J'entends bien, oui. Oui, moi aussi, j'entends très bien. Pareil, on entend très bien. Donc, du coup, je continue. Du coup, le groupe de travail éducation est représenté donc, par ma collègue Sophie Correia de Ressources Urbaines, Marie-Pascale Guyon de Trajectoire Ressources, donc c'est le centre de ressources Bourgogne-Franche-Comté, et de Guillaume Goujard qui fait partie de l'ORS CREAI Normandie. L'autre groupe de travail qui co-organise ce webinaire, c'est le groupe de travail santé dont je fais partie. Donc, je suis Elsa Mikouro et je travaille à Profession Banlieue, le centre de ressources de Seine-Saint-Denis. Et je suis accompagnée de Lucie Lechat qui travaille également comme Guillaume à l'ORS CREAI de Normandie. 2 mots sur le réseau national des centres de ressources. Donc, nous sommes actuellement 20 centres de ressources en Hexagone et Outre-mer. Nous avons 3 missions principales à destination de l'ensemble des acteurs et des actrices des quartiers prioritaires. La première de cette mission, c'est la mise en réseau de tous les acteurs sur nos territoires. La deuxième, c'est la montée en compétence de ces acteurs via des actions collectives de qualification, comme par exemple ce webinaire aujourd'hui. Et la troisième, c'est la capitalisation et la valorisation des ressources et des expériences. Avant de donner la parole à ma collègue Lucie, je vais vous rappeler rapidement le déroulé de ce webinaire. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16 h à peu près. On aura 2 interventions. Donc, une première intervention. Alors, stop, Elsa, ton micro a été coupé. Ah, désolée. Donc, j'ai été coupée quand? Oui, t'as été. Là, tu commençais à présenter le programme.
Ah, d'accord. Donc, la première intervention, donc, ce sera celle d'Yvon Motreff, qui est épidémiologiste à Santé publique France. Ensuite, suivra un petit temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et faire vos remarques dans le chat. Des collègues regarderont attentivement vos propositions. Ensuite, on aura une deuxième intervention, celle de Sarah Biasetto, qui est psychologue et formatrice spécialisée en promotion de la santé. Puis, pareil, un petit temps d'échange. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Lucie, qui va vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel s'est organisé ce webinaire et qui introduira l'intervention d'Yvon Motreff. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Elsa. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'espère que vous entendez bien. Donc, effectivement, comme Elsa l'a évoqué, on voulait vous apporter quelques éléments de contexte pour revenir sur pourquoi on organise ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, depuis plusieurs années. Ah, je vois qu'on ne m'entend pas, mais je pense, Nathalie, c'est de ton côté que ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être indiquer dans le chat aux personnes de se déconnecter, de se reconnecter. Des fois, ça peut refonctionner. Donc, alors, pourquoi ce webinaire? Donc, en fait, voilà, vous le savez, depuis plusieurs années et encore plus depuis la crise sanitaire, les questions de santé mentale ont pris une place croissante dans le débat public et dans l'action locale. Dans les quartiers prioritaires, ces enjeux sont particulièrement sensibles car ils s'inscrivent dans un contexte bien plus large d'inégalités sociales et territoriales de santé, de conditions de vie plus fragiles et parfois des parcours de vie qui sont difficiles et donc des besoins plus complexes auxquels il faut apporter des réponses et accompagner. Vous dire aussi que dans le cadre du groupe de travail santé, on a mené une analyse flash dans les contrats de ville, une analyse flash des contrats de ville sur comment était pris la santé mentale, comment ça a été inscrit dans les contrats de ville. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est une notion, un enjeu qui est davantage identifié sur ces nouveaux contrats de ville 2000, les derniers contrats de ville, pardon, excusez-moi, comme il y a les messages, ça me perturbe un peu. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que même si c'est bien pris en compte et davantage pris en compte aujourd'hui, la santé mentale reste souvent abordée de manière peu opérationnelle et les acteurs reconnaissent son importance, mais peinent parfois à traduire ces enjeux en actions concrètes, coordonnées et adaptées aux besoins et en fonction des ressources sur les territoires. Alors, dans les QPV, certains professionnels peuvent constater une meilleure capacité de repérage des situations de souffrance psychique. Mais voilà, ce repérage pose immédiatement une autre question. Que faire ensuite? Parce qu'on observe, et je pense que vous en êtes tous et toutes conscientes, qu'il y a des difficultés d'accès aux soins. Les délais d'attente peuvent être parfois longs. Il y a un manque de professionnels ou encore des formes de renoncement aux soins qui limitent parfois les réponses possibles à apporter. Et derrière ça, il y a tout l'enjeu des articulations à construire entre le droit commun et les dispositifs et dynamiques développés dans le cadre de la politique de la ville. Dans ce contexte-là, les programmes de réussite éducative et les cités éducatives occupent une place stratégique parce qu'elles sont à l'interface entre les écoles, les familles, les professionnels du social, l'éducation ou encore la santé. Et l'idée, c'est qu'ils permettent de penser des parcours plus cohérents, à la fois du repérage jusqu'à l'orientation, l'accompagnement, en s'appuyant sur des ressources du territoire. Mais les coordos PRE et des cités éducatives ne peuvent pas être les seuls acteurs mobilisables pour apporter des solutions. Rappelons aussi que la santé mentale ne relève pas seulement du soin, elle est aussi liée au cadre de vie, au logement, à l'environnement scolaire, aux relations familiales et sociales, à la parentalité, plus largement aux conditions dans lesquelles les enfants grandissent et se développent en tant qu'individus. Et c'est bien pourquoi elle nous concerne toutes et tous, au-delà du secteur sanitaire et de l'individu seul, on a toutes au final, toutes et tous, un pouvoir d'agir. Donc voilà, ce webinaire part d'un constat simple, agir sur la santé mentale des habitants des quartiers, c'est aussi agir sur les conditions de réussite éducative
et de réduction des inégalités. Et la réciproque fonctionne également. Vous dire aussi pour ce webinaire qu'on a également souhaité axer ce webinaire sur les enfants de 3 à 11 ans, car cette tranche d'âge reste quand même peu documentée, alors qu'elle est décisive parce qu'on sait qu'il y a un intérêt à agir précocement. Et pour agir tôt et agir juste, il est essentiel de mieux comprendre ce que l'on sait aujourd'hui de la santé mentale des enfants, ses déterminants, ces facteurs qui peuvent fragiliser ou au contraire renforcer cette santé mentale, ce bien-être. Et donc, il est nécessaire de disposer d'éléments de connaissances plutôt solides. Et c'est pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui ouvrir ce temps, ce webinaire avec un éclairage de Santé publique France autour des données disponibles et notamment des enseignements issus de l'enquête ENABI afin de mieux comprendre ce que l'on sait aujourd'hui et ce que l'on observe de la santé mentale des enfants. Donc l'objectif de ce webinaire est double. Partager un état des lieux utile, ce qui fera l'objet d'une première intervention, comme l'a évoqué Elsa avec Monsieur Motreff. De quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? Qu'est-ce qu'on observe chez les enfants de 3 à 11 ans? Qu'est-ce qui peut l'impacter? Qu'est-ce qui peut la renforcer? Et puis, on ouvrira donc avec Madame Biasetto une réflexion sur les postures, les leviers d'action et les coopérations possibles sur nos territoires. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Motreff de Santé publique France. Et puis, je me joins à mes collègues pour vous souhaiter un bon webinaire. Alors, est-ce que je peux Monsieur Motreff. Non, Alors, j'ai partagé le diaporama. Deuxième, puis... Oh. Normalement, vous devez voir mon écran. Oui, Oui, il faut le mettre c'est tout bon. en plein écran, par Ouais, contre. je suis en train de le mettre. Je pense que D'accord. l'ordinateur chauffe un peu. Ah. Ça va arriver. Donc, en attendant que Monsieur Voilà. Motreff démarre, donc n'oubliez pas de couper vos micros. Et pour toutes les questions et remarques, utilisez le chat. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, voilà, moi, je m'appelle Yvon Motreff, je suis épidémiologiste donc, à Santé publique France. Ça te dérange si je laisse le temps un peu comme ça? Je vais vous présenter du coup les résultats de l'enquête donc ENABI qu'on a menée donc en 2022 donc sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être pour vous présenter en 2 diapositives Santé publique France. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une agence nationale d'expertise scientifique, donc au service des politiques publiques et des populations, qui a été créée donc en 2016 et qui est sous tutelle du ministère de la Santé. Et donc notre agence a issu de la fusion de 4 autres agences. Très rapidement, nos missions, ce sont l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations, la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations, le lancement de l'alerte sanitaire, la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé, le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé, et enfin la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. Donc on a une antenne nationale, donc un bureau national et des antennes également dans chacune des régions, donc en hexagone et également dans les Drômes. Donc avant de passer à ENABI, très rapidement, pour vous rappeler un peu la définition de la santé mentale et ce qu'on va aborder donc, dans la suite de la présentation. Donc l'OMS a défini le bien-être mental, la santé mentale comme un bien-être mental dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Voilà, la santé mentale, elle fait partie intégrante de la santé globale, au même titre que la santé physique. On a tous et toutes une santé mentale et notre santé mentale varie au cours de la vie selon les situations que nous traversons. La santé mentale, c'est aussi une recherche constante d'un équilibre qui va dépendre de plusieurs facteurs, de la nature des événements auxquels on fait face, de l'environnement, des conditions dans lesquelles on vit, et si on se trouve le psychique, de la qualité de l'aide et des soins.
on peut globalement diviser la santé mentale en deux grandes dimensions, hein. On va dire la dimension bien-être, mal-être. Parce que sur le graphique à droite, donc c'est bonne santé mentale et mauvaise santé mentale. Et la dimension, on va dire troubles psychiques, où une personne peut présenter des troubles ou ne pas en présenter. Et donc les deux dimensions sont bien sûr liées, mais aussi peuvent être indépendantes. C'est-à-dire que une personne peut avoir une bonne santé mentale et souffrir de troubles psychiques, ou à l'inverse, une personne peut avoir une mauvaise santé mentale sans souffrir de troubles psychiques. Dans les résultats que moi j'ai présentés, donc par la suite, on est vraiment sur le versant plutôt présence ou absence de troubles. Voilà. Et juste, si vous voulez en savoir plus sur la santé mentale, il y a un site donc de Santé publique France, donc Santé mentale Info Service, vous retrouvez un peu ce que je vous ai présenté. Donc passons maintenant donc, aux résultats d'ENABI. Donc ENABI qui est une enquête donc, sur la santé mentale des enfants donc, de 3 à 11 ans en France hexagonale. Donc cette enquête, en fait, elle s'est lancée dans les suites de la crise Covid-19, en fait, où il y a eu beaucoup d'alertes sur l'exacerbation des troubles psychiques donc, au décours et pendant la pandémie de Covid-19. Et ce constat, en fait, qu'on n'avait aucune donnée objective et épidémiologique en population générale chez les enfants de moins de 11 ans. Chez les plus de 11 ans, on a des enquêtes qui existent, notamment en classe, donc chez les collégiens et lycéens, et après des enquêtes également chez les adultes, mais chez les enfants, on n'avait pas de données. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place donc, cette étude avec trois objectifs principaux. Donc de décrire l'état de santé mentale donc des enfants en population générale, donc des enfants scolarisés donc de la petite section de maternelle au CM2. Deuxième objectif, d'améliorer les connaissances sur les facteurs associés. Et le troisième objectif, d'estimer le recours aux soins et les facteurs associés donc au recours aux soins pour raisons de santé mentale. Donc, au niveau du design de l'enquête, donc c'est une enquête qu'on appelle une enquête transversale, c'est-à-dire qu'on fait une photographie à un instant T. C'est une enquête qu'on a réalisée par tirage au sort et donc qui est représentative des enfants scolarisés donc en école élémentaire, maternelle et élémentaire publique et privée, donc en France hexagonale. Donc on a tiré en fait au sort donc 600 écoles dans les bases de l'éducation nationale, et ensuite on a tiré au sort donc des classes parmi ces écoles-là, et enfin on a invité tous les enfants des classes tirées au sort à participer. Donc, le terrain de l'étude s'est déroulé entre mars et juillet 2022, et donc on a conçu cette enquête bien sûr en s'appuyant sur différents experts, à la fois cliniciens, épidémiologistes, chercheurs, d'autres institutions que Santé publique France. Et on a également mené une démarche de concertation avec donc, les parties prenantes de la santé, de la famille et de l'éducation pour faire en sorte que cette enquête se déroule le mieux possible dans les écoles et auprès des familles. Donc la particularité d'ENABI, c'est qu'en fait, pour chaque enfant, va avoir 3 sources d'informations, 3 questionnaires, 3 informans. Donc le premier informant, ce sont donc les parents qui ont été interrogés donc, par Internet ou par téléphone. Ensuite, les enseignants qui ont été interrogés donc, sur tablette et qui ont répondu à un questionnaire pour chaque enfant de leur classe. Et enfin, les enfants eux-mêmes, à partir du CP, qui ont répondu à un questionnaire interactif donc en classe sous la supervision d'enquêteurs habilités donc, pour faire l'enquête. C'est-à-dire que les enquêteurs se déplaçaient dans les écoles et les classes, distribuaient des tablettes, et les enfants donc, du CP au CM2 répondaient donc à un questionnaire sur tablette. Les enfants maternels n'ont pas été interrogés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent pour ces enfants-là, et c'est plus difficile de recueillir leur point de vue. Ils sont encore un peu petits. Dans le cadre d'une étude épidémiologique, bien sûr. Donc très rapidement, les questionnaires, j'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai les résultats, mais donc on a un questionnaire enfant, comme je l'ai dit, là, qui va recueillir en fait donc, des symptômes de santé mentale, également une échelle sur le bien-être. L'enseignant va également recueillir des symptômes de santé mentale, les compétences scolaires et les dispositifs d'accompagnement dont dispose l'enfant. Et enfin, un questionnaire parent, là, qui va balayer un peu toute la vie au sens large de l'enfant, donc la composition de la famille, ses activités, son mode de vie, sa santé au sens large,
charge, le vécu du Covid-19, la parentalité, la santé du parent répondant, le soutien social et les caractéristiques sociodémographiques. Donc, comment est-ce qu'on a mesuré donc, la santé mentale dans Enabi? Donc, en fait, on s'est appuyé sur des outils qui sont standardisés, largement utilisés à l'international et en France pour mener des enquêtes épidémiologiques et des outils qui sont aussi également des fois utilisés en clinique. Et donc, en fait, ce sont ce qu'on appelle des échelles psychométriques. Donc là, on a utilisé donc, pour le parent et l'enseignant donc le questionnaire qui s'appelle le Strengths and Difficulties Questionnaire, donc le SDQ, qui en fait va poser 25 questions donc, sur les forces et difficultés de l'enfant sur une période qui s'étale environ sur les 6 derniers mois ou l'année scolaire en cours pour les enseignants. Et donc, cette échelle va nous permettre de voir en fait si l'enfant présente des symptômes émotionnels, oppositionnels ou d'inattention, hyperactivité. Et on a également interrogé sur le retentissement de ces symptômes, de ces difficultés donc dans la vie de l'enfant, que ce soit à l'école, à la maison, à la famille ou dans ses activités de loisirs. Donc là, vous avez à droite un exemple de question. Au niveau du questionnaire enfant, donc on a utilisé le Dominique interactif, qui là encore est une échelle standardisée et qui va, contrairement au SDQ, recueillir donc des symptômes déclarés à un instant T par les enfants. Et là, l'avantage de ce questionnaire, c'est que donc les questions sont sonorisées, c'est-à-dire qu'elles sont lues dans le casque sur la tablette, et elles sont également illustrées par une ou plusieurs scénettes. Pour chaque question, vous avez des exemples là à l'écran à gauche. Et donc là encore, hein, cette échelle va nous permettre de mesurer des symptômes émotionnels, oppositionnels ou d'inattention, hyperactivité. Là, contrairement au SDQ, on n'interroge pas hein, sur la durée ni le retentissement des symptômes parce que c'est trop compliqué d'interroger les enfants à cet âge-là sur ce type de questions. Alors, vous avez vu, donc on a 3 informans ou 2 pour les maternelles, et bien sûr, donc on mesure à peu près la même chose dans les questionnaires et on va avoir, vous en doutez, des réponses qui peuvent être discordantes ou concordantes entre les différents informans. C'est tout à fait normal, bien documenté dans la littérature scientifique épidémiologique et également en clinique. Hein, on va interroger, les cliniciens interrogent aussi souvent les parents et l'enfant, par exemple. Ce que montre aussi la littérature, c'est que finalement, si on combine les différents questionnaires, on va avoir des estimations plus fiables. Donc, comment est-ce qu'on a combiné donc ces réponses-là? Donc, en fait, nous, on s'est appuyé hein, sur ce qu'avaient fait les Anglais donc avec le SDQ, qui avait proposé un algorithme pour combiner donc, les réponses des enseignants et des parents. Donc en fait, ça va combiner le fait que l'enfant ait beaucoup de symptômes et qu'il y ait également un retentissement dans la vie de l'enfant. Et donc la particularité d'Enabi, c'est qu'on a donc interrogé les enfants. Et donc on a intégré donc, dans cet algorithme le point de vue de l'enfant pour la dimension en fait émotionnelle, puisque en fait là encore la littérature montre que voilà, les troubles émotionnels sont moins bien vus, en tout cas par les adultes, et que donc il y a vraiment intérêt à prendre le point de vue de l'enfant. Et au contraire, les troubles dits externalisés sont plutôt bien renseignés par donc les adultes. Et donc, en combinant ces points de vue, on va arriver à 4 indicateurs phares, entre guillemets, en tout cas les indicateurs qui sont les indicateurs d'Enabi. Donc, la présence d'un trouble émotionnel probable, la présence d'un trouble oppositionnel probable, la présence donc d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité probable, et un indicateur qui va combiner donc, ces 3 indicateurs-là, donc au moins un de ces troubles probables. Donc, vous l'avez entendu, je prends une précaution de langage, on parle de troubles probables parce qu'on est sur donc des échelles psychométriques, on n'est pas sur un diagnostic clinique, donc il peut avoir un défaut négatif, des faux positifs, et donc on prend cette précaution de langage, mais là encore, voilà, la littérature scientifique montre qu'on arrive quand même à des estimations qui sont assez fiables en utilisant ces outils-là au niveau d'une population.
Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément très familiers avec les 3 types de troubles que j'ai mentionnés, donc des petites définitions. Donc les troubles émotionnels, hein, ils correspondent en fait à des troubles anxieux. Donc anxiété de séparation, anxiété généralisée, phobie spécifique ou des symptômes dépressifs. Le trouble oppositionnel, lui, il correspond à une humeur particulièrement colérique ou irritable, d'un comportement donc querelleur, voire provocateur, ou un esprit vindicatif, qui va dépasser les querelles entre frères et sœurs et qui va persister plusieurs mois. Le TDAH, lui, correspond à un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité, impulsivité, hein, qui va interférer significativement sur le fonctionnement ou le développement de l'enfant et qui va être observé dans au moins 2 contextes différents. Donc, par exemple, l'école et la famille. Et donc là, on voit bien qu'on récolte des données sur à la fois le comportement à l'école et ailleurs. Je propose maintenant de passer donc aux résultats. Donc, sur la participation, on va peut-être descendre à la fin, voilà, au bas de ce graphique. Voilà, pour vous dire que là, les résultats que je vais vous présenter, en fait, sont sur 2 échantillons différents. Donc, à gauche, l'échantillon donc pour les enfants d'élémentaire, pour lesquels on a 8172 enfants, pour lesquels donc, on dispose des 3 questionnaires, donc enfants, enseignants et parents. Et donc à droite, l'échantillon de maternelle pour lesquels on dispose de 2683 enfants pour lesquels donc, on dispose à la fois du questionnaire enseignant et du questionnaire parent. Donc au niveau des résultats de prévalence, hein, donc les prévalences, hein, c'est la proportion d'une maladie dans une population. Ce qu'on voit sur les maternelles, donc, c'est qu'on a une prévalence des difficultés émotionnelles qui s'élève à 1,8%, des difficultés oppositionnelles qui s'élèvent à 5,9% et des difficultés d'inattention hyperactivité à 1,9%. Et donc on combine ça, on a 8,3% donc des enfants qui présentaient au moins une difficulté probable. On a des prévalences hein, qui étaient un peu supérieures chez les garçons par rapport aux filles. Et ces prévalences-là sont du même ordre de grandeur que ce qu'on peut retrouver à l'international, bien qu'il y ait très peu de données chez les enfants si jeunes. Donc là, on est sur les 3-5 ans hein, chez les maternelles. Au niveau donc, des enfants d'élémentaire, donc du CP au CM2, donc les 6-11 ans, donc on a 5,6% des enfants qui présentaient un trouble probable émotionnel, 6,6% qui présentaient un trouble probable oppositionnel, 3,2% qui présentaient un TDAH probable, et donc 13% qui présentaient au moins un de ces 3 troubles, soit environ un enfant sur 8, donc à peu près 3 enfants par classe. Donc là encore, hein, c'est des données hein, qui sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on retrouve dans des pays à l'international. Si on regarde les différences par sexe, ce qu'on remarque en fait, c'est que les filles présentent des prévalences de troubles émotionnels plus importantes que les garçons, et à l'inverse, les garçons présentent des difficultés oppositionnelles ou un TDAH probable, voilà, en proportion plus importante que les filles. Là encore, c'est des résultats qui sont cohérents avec ce qu'on observe dans la littérature à l'international. Alors ensuite, on a regardé les facteurs qui donc étaient associés à la présence d'au moins un trouble probable, donc là, donc chez les enfants d'élémentaire, donc les 6 à 11 ans. Ce qu'on a mis en évidence, c'était qu'il y avait des caractéristiques individuelles qui étaient associées donc, à la présence d'un trouble probable, notamment le sexe donc, masculin de l'enfant, on l'a vu précédemment, l'existence de complications médicales déclarées au cours de la grossesse par le parent qui répondait, le fait que l'enfant soit atteint d'une maladie chronique, la présence de difficultés scolaires et le fait que l'enfant ait vécu des événements difficiles depuis sa naissance.
Donc là encore, hein, ce sont des associations qui sont également retrouvées dans la littérature scientifique internationale, mais voilà, qu'on retrouve pour la première fois en fait sur des données françaises. Bien sûr, hein, ces associations ne sont pas interprétées comme des relations causales ni déterministes, mais comme l'expression de vulnérabilité dont l'effet va aussi dépendre du contexte dans lequel évolue l'enfant, comme l'a précisé Madame Le Chat en introduction. Voilà, on a regardé également donc, les caractéristiques familiales et relationnelles de l'enfant qui sont associées donc, à la présence d'un trouble probable. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'anxiété probable du parent ainsi qu'un faible soutien social perçu par le parent répondant était associé à la présence d'un trouble probable de santé mentale. Le fait d'avoir également des parents séparés et quand il y a un climat de dispute également entre les parents séparés. Le fait qu'il y ait une situation financière perçue comme difficile par le parent répondant. On a vu également que l'environnement relationnel de l'enfant était associé donc à sa santé mentale. Il y a une association avec le temps passé au centre de loisirs les jours sans école, et également le fait que l'enfant était probablement victime de harcèlement de la part d'autres enfants. Je reviendrai sur le harcèlement plus en détail par la suite de la présentation. On a également mis en évidence voilà, que une pénibilité importante du confinement, une inquiétude importante au sein de la famille pendant la pandémie de Covid-19 était associée à la présence d'un trouble probable de santé mentale. Là, cette enquête, en fait, elle a vraiment été faite à la fin de la période Covid, printemps 2022. Ce qu'on peut dire sur ces analyses, c'est qu'on a mis en évidence des caractéristiques qui sont associées donc, à la présence de troubles probables, qui sont non limitées aux caractéristiques individuelles de l'enfant, mais qui sont aussi contextuelles, qui illustrent toute la diversité et la complexité des facteurs en jeu, et bien sûr sans permettre d'inférer de relations causales et préjuger du sens de l'association, qui peut bien sûr parfois être bidirectionnel. Néanmoins, ces résultats permettent finalement d'identifier des situations de vulnérabilité où l'enfant est davantage susceptible de souffrir de troubles de santé mentale. Et donc là, ce sont finalement des situations un peu d'alerte pour les personnes qui sont en contact de ces enfants. Je vous propose maintenant de passer à un autre type de résultat qui est sur donc, le recours aux soins pour difficultés de santé mentale, donc, y compris pour difficultés d'apprentissage. Alors, on attend dans nos analyses par difficulté d'apprentissage tout ce qui est trouble 10, donc le dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie, et j'en oublie un. Dyslexie, dyscalculie. Voilà. Donc, pourquoi on s'est intéressé donc, au recours aux soins de santé mentale chez les enfants? Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, la prévalence des troubles est quand même plutôt importante, 13%. Et la littérature scientifique internationale montre également finalement que les 35 à 50% des pathologies psychiatriques adultes apparaissent avant 14 ans. Et donc finalement, si on veut améliorer la santé mentale des enfants, à la fois donc à court terme, mais également à long terme, on a intérêt à ce que les enfants qui ont besoin d'une prise en charge y accèdent. Mais malheureusement, ce que nous montrent les études à l'international, c'est que même dans les pays à haut revenu, il y a un peu moins de la moitié des enfants avec un trouble de santé mentale qui ont recours aux soins. En France, on a en fait finalement très peu de données sur le recours aux soins pour difficultés de santé mentale chez les moins de 11 ans. On a bien sûr tout ce qui est données de consommation de soins, mais ça ne permet pas finalement d'appréhender le recours aux soins ou le non-recours aux soins au niveau populationnel. Donc, notre enquête, ce qu'elle a montré, c'est que globalement, il y avait quand même un recours aux soins qui était important dans notre échantillon, puisqu'environ un enfant sur 5 donc de l'échantillon, donc 21% des enfants avaient eu recours aux soins donc au cours de l'année qui précédait l'enquête, donc pour des difficultés psychologiques ou d'apprentissage.
Et donc, on a classé ce recours aux soins en fonction du type de professionnel. Donc là, vous avez 11% des enfants qui ont eu recours au médecin généraliste ou au pédiatre, 13% au psychologue ou au psychiatre, 14% à un professionnel de la rééducation et 4% au psychologue de l'éducation nationale. Maintenant, je vous propose de passer donc, au graphique violet, donc en haut à droite de l'écran. On va s'intéresser en fait à nos fameux 13%, donc aux enfants qui présentent au moins un trouble probable de la santé mentale. Et donc là, on voit en fait qu'un peu plus de la moitié de ces enfants-là ont eu au moins un recours aux soins de l'année qui précédait l'enquête, donc 53%, et qu'on avait environ un tiers de recours pour chacun des grands types de professionnels pour lesquels on avait posé la question, et aussi 15% pour le psychologue de l'éducation nationale. Sur le graphique en bas, là, on a regardé donc, le recours aux soins, donc toujours sur notre échantillon des 13%, donc par type de trouble de santé mentale. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui présentaient uniquement, entre guillemets, un trouble émotionnel probable avaient recours aux soins à hauteur de 45%. Et que pour les enfants qui présentaient un TDAH probable ou un trouble oppositionnel probable, cette proportion était plus élevée, puisqu'elle montait à 58%. Vous vous en doutez, les enfants peuvent consulter différents types de professionnels au cours de l'année qui précédait l'enquête. Donc ça, c'est ce qu'on a représenté en fait sur le graphique, le diagramme de Venn, donc là à gauche. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'enfants qui ont consulté uniquement un médecin généraliste ou un pédiatre, et que donc finalement, ce qui est discriminant sur le recours aux soins, c'est en fait, on a 3 grands profils de consultation. Donc les enfants qui ont uniquement consulté entre guillemets un professionnel de la rééducation, donc c'est ce que je montre à l'écran là, donc 34,5%. Les enfants qui ont consulté uniquement entre guillemets un psychiatre ou un psychologue, donc là ils sont 31,4%. Et les enfants qui ont consulté donc à la fois un professionnel de la rééducation et un psychiatre ou un psychologue. Et donc là, ils sont 32%. Donc on a regardé finalement les facteurs associés à ces 3 profils, soit 3 grands profils de consultation. Donc qu'est-ce qu'on a montré? C'était qu'un haut niveau de diplôme du parent répondant était associé à un recours accru au profil de consultation au psychiatre ou au psychologue uniquement, et au profil de consultation donc à un professionnel de la rééducation et à un psychologue ou un psychiatre, mais pas au profil de consultation d'un professionnel de la rééducation uniquement. Donc là, en fait, ce que ça nous dit, c'est que finalement, que le recours au psychologue ou au psychiatre, il est socialement indifférencié sur le diplôme du parent. On a montré également une association sur du coup le pays de naissance des parents, à savoir que les enfants dont les parents étaient nés à l'étranger avaient moins recours aux soins que les enfants dont les parents étaient nés donc en France. On a également montré une association avec donc, un recours accru au psychologue ou au psychiatre pour les enfants donc, dont les parents étaient séparés, suggérant là un besoin un peu plus important pour ces enfants-là. Et on a également montré un moindre recours aux professionnels de la rééducation en banlieue ou en milieu rural en comparaison aux enfants qui vivent plutôt dans les centres-villes ou dans les très grandes villes. On n'a pas montré d'association au recours aux soins par rapport à la taille du foyer ou au ressenti financier. Et enfin, on a montré une association entre le fait de présenter des difficultés scolaires et le recours aux soins, et ce, indépendamment qu'il y ait un trouble ou pas de santé mentale. Donc, voilà, les difficultés scolaires sont un facteur de besoin pour la santé mentale. Donc, par rapport à ces analyses sur le recours aux soins, pour résumer, voilà, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même un important accès aux soins dans la population, 21% des enfants, donc 5 enfants par classe à peu près, donc c'est quand même assez important. Que parmi les enfants qui ont un trouble probable, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, à savoir qu'il y a 53% des enfants qui ont recours aux soins, donc c'est plutôt positif. C'est un peu supérieur par rapport à ce qu'on observe à l'international, mais à contrario, ça veut quand même dire
dire qu'il y a un peu moins de la moitié des enfants qui auraient besoin au moins d'une évaluation par un professionnel qui n'en ont pas bénéficié. Et donc, on voit qu'il y a une marge de progression. Donc, voilà, les pistes hein, pour faire progresser ça, c'est de renforcer la détection et la prise en charge des troubles émotionnels des enfants, hein, puisqu'on voit que les proportions de consultation sont moins importantes pour ce type de troubles. Il faut poursuivre voilà, tout ce qui est campagne d'information et de déstigmatisation de la santé mentale, à la fois en population générale, mais également en populations qui ont moins recours aux soins. Et ça, je pense que c'est particulièrement important hein, pour les acteurs locaux que vous êtes, qui connaissez vos populations, et donc voilà, qui peuvent voilà, remettre une couche, en tout cas mieux sensibiliser voilà, les grands types de catégories de personnes qui ont moins accès aux soins. Et il faut bien sûr continuer voilà, à informer sur les ressources disponibles, hein, le Santé mentale infoservice, Clepsy ou encore le Psychom par exemple. Voilà, et je vous propose maintenant de passer à la dernière analyse qu'on a réalisée, qui est donc sur le harcèlement et les comportements agressifs donc chez les enfants donc là, de 6 à 11 ans toujours. Donc pourquoi on s'est intéressé au harcèlement dans l'enquête? Parce qu'en fait, c'était une opportunité, cette enquête, de mieux comprendre les situations de type harcèlement chez les enfants en France, mais également aussi à l'international, parce qu'en fait, il y a très peu de littérature sur les enfants si jeunes sur le harcèlement. Il y en a beaucoup chez les adolescents, mais pas chez les enfants si jeunes. Donc le harcèlement, hein, c'est un phénomène multidimensionnel hein, qui est défini comme une forme spécifique de violence qui se manifeste par des actes agressifs intentionnels répétés dans un contexte où la victime est en position de faiblesse face à un ou plusieurs agresseurs. Donc on a en France, hein, grâce aux enquêtes du ministère de l'Éducation nationale, des indicateurs robustes hein, de victimation et de harcèlement. Et donc, suivant l'indicateur qui est pris en compte, on a donc voilà, des proportions de harcèlement ou en tout cas de formes de violence qui vont de 25% pour voilà, une forme de violence psychologique ou physique hein, que l'éducation nationale appelle victimation et qui va descendre à 5% chez les élèves de CE2, CM2 où là on parle vraiment de harcèlement. Là, c'est vraiment un indicateur voilà, assez resserré sur le harcèlement. Puis c'est un indicateur qui prend en compte donc 8 types d'atteintes subies de manière répétée, plus un indice de qualité de vie dégradé. Là, nous, dans ENABI, ce que je vais vous présenter, on est plutôt sur un type d'indicateur plutôt forme de violence psychologique ou physique, hein. Voilà, plutôt le premier indicateur de l'ADEP. Donc voilà, donc l'objectif des analyses là qu'on a fait, donc comme je l'ai dit, hein, voilà, c'est qu'il y a très peu de données en fait en France et internationales sur les facteurs de vulnérabilité finalement au harcèlement dans cette population plutôt jeune. Et donc on s'est attaché à décrire les caractéristiques individuelles et contextuelles donc associées à des comportements qui peuvent constituer des faits de harcèlement et notamment l'impact sur la santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on a défini donc, nous, le harcèlement dans l'enquête? En fait, on s'est appuyé sur le point de vue de l'enseignant et du parent. Donc ça, c'est des questions qui sont posées dans le questionnaire SDQ. Et donc, on a demandé donc, aux parents et aux enseignants si l'enfant était harcelé ou tyrannisé par d'autres enfants. Et si un des deux adultes répondait un peu vrai ou très vrai, on considérait que l'enfant était victime probable de harcèlement. L'autre question qu'on a utilisée, on a demandé donc pareil aux enseignants et aux parents si l'enfant se bagarre souvent avec les autres enfants ou les tyrannise. Et donc là encore, si un des deux adultes répondait un peu vrai ou très vrai, on considérait qu'il avait un comportement agressif. Et bien sûr, les enfants peuvent présenter les deux types de comportements. Donc là encore, on va parler hein, voilà, de victimes probables de harcèlement parce que on n'est pas dans une définition stricte hein, du harcèlement.
Donc, au niveau des indicateurs de type harcèlement, donc, dans notre enquête, ce qu'on a vu, c'était que 16,4% des enfants sont considérés comme victimes probables de harcèlement. Environ 18% présentaient des comportements agressifs. Et quand on croisait les deux, on arrivait donc à 6,1% des enfants qui présentaient les deux types de comportements. On a ensuite croisé donc, ces indicateurs-là avec donc, les indicateurs de santé mentale et sans surprise, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui sont victimes probables et ou qui présentent de l'agressivité ont plus fréquemment donc, un trouble de santé mentale que les enfants qui sont non impliqués dans ces situations-là. Et ce constat est particulièrement marquant chez les enfants qui cumulent à la fois victimation et agressivité, puisque parmi ces enfants-là, ils étaient 41% à présenter au moins un trouble de santé, trouble probable de santé mentale. Au niveau des associations, on a mis en évidence donc, certaines particularités individuelles étaient associées avec ces situations de type harcèlement, notamment le fait de présenter un trouble des apprentissages, donc un trouble 10, le fait d'avoir des besoins éducatifs particuliers, d'être né prématurément ou d'être en situation de surpoids ou d'obésité. Donc là, l'hypothèse derrière, ce sont l'hypothèse de la différence dérangeante comme élément déclencheur, entre guillemets, des situations de harcèlement. Et ces associations, elles sont encore plus marquées chez les enfants qui sont à la fois victimes probables et qui présentent de harcèlement et qui présentent de l'agressivité. On a également mis en évidence une association avec des situations familiales particulières, à savoir un désavantage socio-économique et des difficultés psychosociales des parents, donc qui constituent là encore une vulnérabilité supplémentaire de l'enfant. En revanche, on n'a pas mis en évidence d'associations avec la fréquentation de la cantine ou de l'accueil périscolaire. Voilà, bien sûr, là encore, ces associations, voilà, faut pas les interpréter comme des relations causales et déterministes, mais bien comme l'expression de vulnérabilité dont l'effet va dépendre fortement du contexte dans lequel évolue l'enfant. Voilà, pour agir contre le harcèlement, il y a plusieurs leviers, bien sûr, qui sont déjà mis en place et qu'il faut renforcer, notamment le développement des compétences psychosociales des enfants dès le plus jeune âge, ou encore, bien sûr, la sensibilisation et l'information à la problématique du harcèlement. Voilà, avec toujours communiquer le numéro vert, le 3018. Voilà, l'éducation nationale, mais aussi un programme de lutte contre le harcèlement. Et voilà, ce qu'on a mis en évidence sur les facteurs de vulnérabilité doit aussi permettre d'apporter une attention un peu plus particulière sur ces enfants-là par les personnes, les adultes qui sont en position d'encadrement vis-à-vis de ces enfants. J'en ai fini là pour les résultats. J'espère que je n'ai pas été trop long. Juste pour vous rappeler, enfin pour vous informer en tout cas que vous pouvez retrouver tous les résultats que j'ai présentés également et d'autres résultats également sur le site internet de Santé publique France. Si vous tapez ENABI, vous trouverez donc voilà tout ce que je vous ai présenté avec plus de détails. Et je voulais terminer la présentation en remerciant finalement l'ensemble des personnes qui ont permis la tenue de cette enquête, qui est quand même une première en fait en France au niveau national. Et donc remercier bien sûr le ministère de l'Éducation nationale qui a permis la tenue de l'enquête et qui a soutenu cette enquête. Bien sûr l'ensemble des participants, enfants, enseignants et parents, parce que c'est un investissement aussi pour à la fois les enfants et les enseignants qui ont pris sur leur temps pour faire que l'enquête se déroule dans la classe et répondre aux questionnaires. Également donc les directeurs et directrices d'école et plus généralement l'ensemble des personnels éducatifs et de santé de l'éducation nationale qui ont contribué à la mise en œuvre de l'enquête. Voilà aussi toute notre communauté de pilotage, le conseil scientifique et le groupe de concertation et enfin tous les collègues qui ont appuyer l'étude, soit dans sa conception ou dans les analyses que je vous ai présentées aujourd'hui. Et donc, je suis disponible pour répondre si vous avez des questions, bien sûr. Alors, merci beaucoup.
Sophie, je te laisse la main. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Yvon. Il y a certaines personnes qui ont posé quelques questions sur le chat. Donc, on y va. La première question, c'est quelqu'un qui demande si cette étude, elle sera répliquée pour pouvoir établir des comparaisons, puisqu'on est 4 ans après l'étude et qu'en plus, elle est intervenue peu de temps après la pandémie. Ouais, tout à fait, c'est une bonne question. Effectivement, nous, qu'on a mis en place l'étude ENABI, c'était effectivement dans l'objectif de mettre en place un système pérenne de surveillance de la santé mentale des enfants. Donc, cette étude va être répliquée mais modifiée. Donc, je m'explique. Donc, elle devrait être on va faire une nouvelle étude en fait en 2028. Mais du coup, elle va plus s'appeler ENABI, puisqu'on va la fusionner avec une autre enquête de Santé publique France qui avait lieu également en milieu scolaire. Donc, c'est dans l'idée de rationaliser un peu les moyens et de solliciter aussi, de moins solliciter l'éducation nationale. Donc, on va grouper l'étude ENABI avec une étude sur la corpulence et la nutrition, l'activité physique des enfants. Mais voilà, tous les indicateurs que je vous ai présentés vont être répliqués. Donc, on va effectivement pouvoir suivre l'évolution de ces indicateurs au cours du temps. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre ces indicateurs, je sais pas, tous les 5, 6 ans, quoi. Voilà, je ne pense pas que tous les ans, ça le nécessite, ça ne doit pas bouger tant que ça. Mais effectivement, ça peut évoluer à des politiques publiques qui sont mises en place au cours du temps. Donc, voilà, on a envie de voir comment se comporte la santé des enfants. Merci. Merci. Pardon, Yvon. Alors, désolée par avance, on va peut-être pas pouvoir prendre forcément toutes les questions, les remarques. Donc, avec Sophie, on va choisir, mais tout est intéressant. Par exemple, vous avez insisté, enfin, vous avez montré la différence entre les filles et les garçons. Et quelqu'un dit on sait que les filles développent des stratégies de dissimulation des troubles de santé mentale, qu'elles sont souvent, du coup, moins diagnostiquées. Ou plus tardivement que les garçons. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça a pu avoir un impact sur les résultats de l'enquête, notamment sur l'idée que les enfants de genre humain, du genre masculin, pardon, seraient plus vulnérables? Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on sait, en fait, c'est que les troubles vont se manifester différemment, en fait, selon le genre. C'est vrai que les garçons ont effectivement tendance à externaliser, entre guillemets, davantage, et les filles à intérioriser davantage. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les adultes. Euh, il y a des hypothèses pour expliquer ça. Alors, je n'ai pas forcément rentré dans tous les détails et je ne suis pas forcément le spécialiste de la question. Euh, mais voilà, en fait, les garçons et les filles, finalement, sont socialisés un peu différemment. C'est-à-dire que les comportements agités sont peut-être moins tolérés chez les filles et au contraire, elles sont plus encouragées à verbaliser par rapport aux garçons. Euh, voilà, donc ça peut aussi un peu expliquer ces différences. Et après, bien sûr, euh, là, comment dirais-je, tout va dépendre de ce qu'on mesure en fait. Donc c'est vrai que nous, là, on essaie quand même d'être assez large, de balayer assez large pour effectivement mesurer les troubles qui surviennent à la fois chez les filles et chez les garçons. Mais voilà, c'est sûr que les outils aussi peuvent être un peu orientés, entre guillemets. Mais voilà, ça fait partie aussi des limites, des limites des études. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Merci. Peut-être juste Sophie, avant de te repasser la main, je viens de voir une question un peu générale sur l'enquête. Quelqu'un qui se demande s'il y a eu des établissements scolaires, des départements et régions d'outre-mer qui ont été pris en compte dans l'enquête. Et sinon, est-ce que ce serait envisageable pour l'enquête de 2028? Ouais, c'est une bonne question. Non, là, on a fait que en France hexagonale pour des raisons en fait de. Là, la commande, c'était vraiment d'avoir une enquête rapide. Cette enquête ENABI, on l'a montée en moins d'1 an, ce qui est extrêmement rapide pour une enquête
de cette envergure, avec toutes les autorisations réglementaires qu'on a essayé de faire passer rapidement. On a développé le protocole très rapidement. Donc on n'a pas pu la faire dans les DROM. Ça serait effectivement intéressant. Pour la nouvelle enquête, pour l'instant, c'est pareil, vu qu'on est sur une fusion de deux enquêtes, on se concentre pour l'instant sur l'Hexagone, mais on a l'ambition de pouvoir la faire par la suite dans les DROM, parce que bah, effectivement, il y a des problématiques aussi dans ce territoire-là, et des problématiques qui peuvent aussi être différentes. Donc c'est effectivement intéressant, mais en fait, ça nécessite aussi des adaptations aussi plus importantes des protocoles dans certains DROM. En tout cas, je pense notamment à Mayotte et en Guyane, où voilà, on pense que le protocole tel qu'il est fait en Hexagone devrait être adapté, et donc ça nécessite aussi plus de temps de conception. Donc voilà, malheureusement pour l'instant non, mais on a ça en tête. Ok, merci. Sophie, du coup, excuse-moi, je te relaisse la main. Merci. Alors, j'ai une question qui est plutôt orientée vers les tranches d'âge. Est-ce que vous avez remarqué que il y avait plus d'enfants dès la maternelle qui étaient orientés? Et par rapport au manque de professionnels existants un peu sur tous les territoires et notamment les QPV, est-ce que vous avez quand même pu quantifier un peu les enfants qui auraient besoin d'un parcours de soins, mais qui n'y ont pas accès faute de professionnels? Ouais. Alors, faute de professionnels, on n'a pas les données en fait pour le mesurer, puisqu'on n'a pas posé cette question-là en fait. Dans la prochaine enquête, on va poser les raisons de non-recours aux soins, ce qui nous permettra effectivement d'investiguer les motifs en fait de non-recours aux soins. Après, là, une analyse qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on souhaite faire aussi, c'est croiser nos données avec les densités des différents professionnels de santé, pour justement voir s'il y a des associations entre le recours aux soins et une densité moindre ou élevée. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des analyses qu'on n'a pas encore faites et qu'on souhaiterait faire. On verra si ça donne quelque chose ou pas. Euh, Voilà, et après sur les quartiers prioritaires de la ville, on n'a pas de données spécifiques hein, sur les quartiers prioritaires de la ville. On a des données sur les enfants qui sont scolarisés en REP et en REP+, hein, puisqu'on a les caractéristiques des écoles hein, dans lesquelles s'est fait l'enquête. Euh, Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on regarde les associations, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de regarder les données individuelles. Donc là, j'ai peut-être passé vite, mais on a des associations avec le niveau de diplôme, le pays de naissance, et ça, pour moi, c'est plus robuste que juste une association au niveau écologique, on va dire. Oui, sans doute qu'il y a des difficultés supplémentaires dans les quartiers, dans les QPV, puisque il y a voilà, des populations qui sont plus défavorisées dans ces quartiers. Et ça, voilà, les données qu'on a permettent de montrer ces facteurs-là. Merci Yvon. Alors une remarque sur une personne qui se dit étonnée que le lien harcèlement périscolaire ne soit pas établi. En effet, parmi les situations que je traite, donc c'est quelqu'un qui travaille au sein de l'Éducation nationale, cette personne précise que la plupart des situations sont signalées par l'école, mais une moitié au moins naît sur le temps périscolaire. Nous l'expliquons par le cadre différent posé entre l'Éducation nationale et périscolaire. Et est-ce que vous avez quelque chose à compléter, enfin des éléments à nous parler là-dessus? Oui, effectivement. Bah, en tout cas, nous, dans le données, on ne retrouve pas cette association. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein, c'est que nous, là, on ne la retrouve pas. Après, sans doute qu'il faudra aller plus finement aussi, peut-être dans les indicateurs de harcèlement. Nous, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment voilà, indicateur de victimation probable, hein. Voilà, qui permet quand même de montrer des vulnérabilités, mais effectivement pas sur le périscolaire. Alors après, ça dépend aussi, j'imagine, fortement de l'organisation du périscolaire. Enfin, on voit bien hein, que, enfin, moi j'ai des enfants aussi en âge d'aller à l'école, et on voit bien que suivant les écoles, en fait, voilà, c'est aussi comme partout, hein, c'est différent. Donc voilà. En tout cas, nous, sur nos données, on ne le montre pas. Je sais pas, plus d'explications que ça. Ok, alors du coup, Sophie, est-ce que... Alors moi, je voulais juste vous donner un élément. Il y a pas mal de ressources qui ont été partagées dans le chat, donc on en profitera pour les rajouter quand vous recevrez les différents supports.
puisque certains ont partagé des initiatives, des associations, etc., qu'ils connaissent. Donc, c'est bien de pouvoir le diffuser auprès de tout le groupe. On va donner une dernière question avant de passer à la suite. On nous demande s'il existe une formation PSSM enfant. Donc, la personne nous dit qu'elle sait qu'il existe un module adulte et un module jeune, mais elle ne sait pas si c'est le cas pour les, pardon, pour les 3-11 ans. C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse, hein, mais si vous voulez, je peux me renseigner. C'est pas mon domaine d'expertise. Je ne sais pas. Là, je vois dans le chat que quelqu'un met non, pas de PSSM enfant. Ah bah voilà. Non. C'est peut-être quelque chose à développer pour dans l'avenir, en tout cas. Sans doute. Alors, bon, une dernière remarque peut-être là qui vient de tomber dans le chat. Nous constatons une augmentation significative préoccupante des comportements violents entre les enfants dès la maternelle. Oui, bah, du coup, je sais pas trop. Parce que, du coup, ça, on pourra le voir quand on aura fait la prochaine enquête. On La pourra voir prochaine. effectivement certains indicateurs, donc notamment les indicateurs, la question sur l'agressivité. Du coup, s'il y a ça pourra être vu. Mais alors, la prochaine enquête sera pas sur les maternelles. On va la centrer sur les élémentaires, les 6-11 ans. Donc, on n'aura pas de données sur les maternelles, mais en tout cas, on pourra le voir sur les élémentaires. En tout cas, ouais. Ça fait aussi partie du resserrage de l'enquête. Voilà, comme on le sait, on est tous contraints budgétairement, donc on doit faire des choix malheureusement. Mais voilà. Bah écoutez, Yvon, merci beaucoup. Sophie, est-ce que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Alors, nanana, savez-vous si l'étude a permis la mise en place d'actions concrètes? Allez, la Allez, on finit dernière avant avec de celle-là. passer. On l'espère. En tout cas, nous, on œuvre voilà, pour faire du lobbying, hein. Nous, bien sûr, tous ces résultats, ils sont partagés auprès de l'Éducation nationale, auprès du ministère de la Santé. On a fait des retours aussi aux écoles participantes, aux enseignants participants. On leur envoie les résultats. Donc voilà, après, on espère que les différents acteurs s'en emparent. Voilà, et c'est aussi comme on fait des présentations aussi, comme aujourd'hui aussi, pour faire connaître les résultats et faire connaître les levées d'action. Mais c'est un travail de longue haleine. Et je vois aussi qu'il y a une question sur les temps d'écran. Là, j'en ai pas parlé, mais on a une synthèse là que je vous ai mis dans le dernier sur les temps d'écran, effectivement. Donc, on a aussi mesuré le temps d'écran, qu'on n'a pas pris en compte dans les analyses encore, parce que c'est une question très compliquée pour faire le lien avec la santé mentale. Mais il y a un travail qui est en cours. Mais là, vous aurez en fait une description des temps d'écran, donc des enfants de 3 à 11 ans en France. Eh bien, en Super. tout cas, merci beaucoup. Sophie, je te laisse la main pour introduire la deuxième intervention, donc celle de Sarah. Merci beaucoup, Monsieur Motreff. De rien, merci de votre invitation. Alors, en effet, on va passer à l'intervention de Sarah Biasetto, qui est, comme vous le voyez, psychologue, formatrice, intervenante. Elle va plutôt cibler son intervention sur l'impact de la santé mentale des enfants sur les parcours éducatifs. Effectivement, comme on vous l'avait dit en intro, on avait envie de faire ce lien et de se poser la question, qu'on soit un professionnel de la santé ou pas, à partir du moment où on est en lien ou en contact avec des enfants, si on voit que leur santé mentale est impactée, comment agir ou réagir. Sarah Biasetto, à vous. Ok, bonjour tout le monde. Oui, donc psychologue, formatrice, intervenante, j'interviens beaucoup d'ailleurs dans les écoles, avec des associations, avec de publics très différents, donc enfants, ados, adultes, parents, professionnels, sur la prévention et promotion de la santé. Alors, vu qu'on va maintenant parler un peu plus du parcours éducatif, ce que je vous propose déjà, parce que vous, là maintenant, vous êtes en situation d'apprentissage. Donc, vu qu'on va faire les liens entre apprentissage, parcours éducatif et
santé mentale, je vous propose de faire un petit point pour observer votre état du moment de santé globale. Est-ce que ça marche déjà? C'est bon. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. On commence avec un espace de recentrage. Et ce que je vous propose, c'est du coup de répondre aussi sur le chat et les collègues vont me donner quelques réponses. Et on commence du coup parce que la santé globale est être bien dans son corps, dans sa tête et avec les autres. C'est ce qu'on dit aux enfants aussi de manière très très simple évidemment. Et je vous propose du coup de commencer avec cet outil. Du coup, si vous deviez un instant observer votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps, quel personnage correspondrait à votre état physique du moment. Vous pouvez écrire quelques réponses rapides, juste le chiffre, pas tous vos problèmes hein, du moment, mais juste le chiffre. Et si quelqu'un veut donner quelques réponses, parce que moi, je n'ai pas accès au chat. Ou bien, c'est pas grave, on avance. Non, ça va, on peut On donner attend juste les des réponses. indications. Donc, on attendait que ça se remplisse un peu pour pas. Oui, voilà. bien sûr. Il paraît y avoir réponses, hein. plusieurs réponses en 5. Ouais. On a des réponses aussi en 11, 13, En 19 également. en 19, en 1, Très bien. Bon, en j'imagine que 10 c'est un peu, aussi. Voilà. un peu toutes les réponses. C'est clair que la canicule n'aide pas, mais justement, donc là, on teste une station d'apprentissage avec le corps qui souffre par la chaleur, au moins, moi, c'est mon cas. Ensuite, comment je me sens dans la tête? Un autre outil que moi, j'utilise aussi en formation et en intervention avec tous les publics. Donc, le Dixit, si vous devez choisir une carte qui représente votre humeur, votre état du moment. Donc, ça peut être est-ce que je suis sereine, contente, fâchée, j'ai beaucoup de pensées parasites, je me sens stressée, je me sens confiante. Alors là, peut-être faites-le pour vous, peut-être c'est plus difficile de donner des réponses. C'est que quelques cartes du Dixit, évidemment. Alors, on a quelqu'un qui répond colombe. OK. On a la Clé. clé. Chimiste, homme post-it, pantin en bas à droite, banc avec feuille au journal, dans les nuages, le pantin qui ressort plusieurs fois. Super. La main avec la tornade, les clés qui ressortent, montre à gousset, pantin, masque, tornade. Merci pour vos réponses. Prenez vraiment, moi, ça m'intéresse, ça me fait du bien, comme ça, on a un peu d'interaction dans ce webinaire, mais sinon, prenez-le vraiment pour vous. Et enfin, du coup, comment je me sens avec les autres? Donc là, ça peut être, est-ce que je viens avant le webinaire, de me disputer avec ma collègue? Ou au contraire, mon fils vient de me faire une blague? Donc là, vraiment, c'est au côté relationnel. Et là, du coup, c'est la météo. Si vous deviez associer votre état relationnel avec une image de la météo. Est-ce que c'est plutôt le grand soleil? C'est interne, hein, parce que bon, à l'extérieur, il fait chaud, mais intérieurement, où il y a bien la grosse tempête, le gros orage. On Donc a là, quand même du ciel bleu, malgré voilà, forcément le thème qui résonne un peu avec la canicule. Le soleil, plein soleil, ouais. Le tonnerre, crépuscule, grand soleil. OK. Ouais, ça ressort pas mal de nuages également. Très bien. Donc ça, c'est des outils qui peuvent faciliter l'expression et surtout la connaissance de soi, la conscience de soi, là, comment je me sens. Et évidemment, ça, c'est aussi un facteur de santé mentale. Avant d'arriver à un burn-out, si vous voulez, un épuisement émotionnel, l'idée, c'est d'entraîner aussi la conscience de soi, comment je me sens physiquement, psychologiquement et avec les autres. Bien, donc on verra comment votre état du moment impacte votre apprentissage dans ce webinaire. Donc, en effet, l'impact de la santé mentale sur le parcours éducatif, je pense que c'est aussi intuitif, hein, on peut l'imaginer. Mais il y a notamment une étude qui est sortie, une enquête des Columa, je vous mettrai les liens. Et c'est pas celle où il y a du bleu. C'est pas celle de du bleu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le... Retirez le micro. Les micros, s'il vous plaît. Donc, cette enquête, du coup, fait vraiment le lien, donc identifie le lien entre santé mentale et engagement scolaire des élèves.
Et en effet, les résultats amènent à faire l'hypothèse le décrochage scolaire des élèves serait le résultat d'un processus d'accumulation du stress. Alors, en effet, c'est intuitif. Le plus les enfants, les élèves, et d'ailleurs, quand je dis élèves, vous pouvez l'appliquer à toutes vos professions différentes. Le plus on est stressé, le plus on a du mal, évidemment, à apprendre, à se concentrer, à suivre, à être motivé d'aller à l'école ou à prendre aussi une activité créative au centre de loisirs. On peut évidemment l'appliquer à tout. Donc ça a été démontré par cette enquête. Je vous mettrai les liens de 2022. Et ce qu'on va voir là, c'est aussi ce que vous, déjà, OK, on a fait le constat qu'en effet, le stress et notamment l'accumulation, le cumul du stress, parce que comme on a dit, la santé mentale n'est pas déterminée que par des facteurs individuels, moi, mais mon facteur génétique, mon caractère, ma volonté, mon histoire familiale, mais évidemment aussi par des facteurs socio-économiques et sociétaux. Là, la canicule, on ne la vit pas de la même manière selon notre aussi là où on vit, on travaille, le niveau des richesses, etc. Je pense que je ne vous apprends rien. Et du coup, OK, on a constaté ça. Je pense qu'aussi, au niveau des signaux d'alerte, on va faire un petit tour rapide, mais je pense que ça aussi, vous pouvez le voir dans vos professions. Mais c'est vrai que vraiment, par rapport aux enfants, donc ça dépend aussi de l'âge. Donc, je vous mettrai aussi, si vous voulez, un lien pour voir aussi selon les tranches d'âge, les différents signes de stress, signes d'alerte qu'on peut remarquer. Là, on n'a que 30 minutes, donc je vais un peu vite. Donc, si en effet les enfants commencent à avoir besoin de rester plus à proximité des adultes, ou à l'inverse, c'est replié complètement sur eux et elles-mêmes, il peut y avoir des régressions comportementales. Voilà, ils reprennent leur doudou. Alors que, évidemment, il faut qu'il y ait une différence. Si c'était déjà des enfants qui utilisaient encore beaucoup leur doudou, c'est pas un souci. Évidemment, au niveau alimentaire et sommeil, parce qu'on a dit que santé mentale est liée évidemment à la santé physique et sociale. Du coup, commençons avec les autres. Est-ce qu'on est plus irritable? Est-ce qu'il y a des difficultés de concentration, de mémoire? Ça, je pense que c'est des choses aussi que vous remarquez. Est-ce qu'il y a plus d'agitation ou au contraire une hypoactivité? Est-ce qu'il y a parfois il y a des enfants qui peuvent commencer à présenter du mutisme, notamment sélectif, seulement vis-à-vis de quelqu'un. Donc à la maison, ils continuent de parler, mais à l'école, ils s'arrêtent de parler. Beaucoup d'inquiétudes, donc une inquiétude renforcée, même pour des préoccupations là, pour d'autres personnes. Est-ce que si d'autres personnes ont vécu des événements difficiles, ils peuvent s'inquiéter beaucoup plus. Et des comportements perturbateurs, donc notamment de l'agressivité. Ça, c'est vrai que ça peut être aussi des signes de stress. Et comme on l'a dit, donc en effet, peuvent dépendre de plein de facteurs, donc individuels, familiaux, socio-économiques et sociétaux. Cette enquête, évidemment, a pris en compte les enseignants et enseignantes, donc les professeurs, donc les adultes, si vous voulez, les accompagnants de manière générale. Donc ça, c'est des signes à repérer, des signes de stress, des signes d'alerte pour tout le monde, donc pour les adultes aussi. Donc quand, évidemment, par exemple, il y a la consommation excessive d'alcool, de drogue. Et en effet, vu que tout est interaction, climat scolaire, système, c'est clair que si les enfants, les élèves présentent une détresse psychologique, c'est là un impact aussi sur les enseignants, enseignantes qui du coup peuvent présenter plus d'épuisement professionnel et du coup de stress. Et après, évidemment, réciproquement, ils vont influencer aussi les élèves. Évidemment, c'est une question d'interaction. Et heureusement, on a aussi des facteurs protecteurs. Donc, ça, c'est de manière générale. Après, on verra vraiment plus spécifiquement dans les parcours éducatifs. On a vu que les liens sociaux sont vraiment très importants pour avoir une bonne santé mentale. Donc, l'isolement, à l'inverse, impacte négativement la santé mentale. Aussi banal puisse paraître, mais aussi évidemment disposer d'un chez-soi. Donc, en effet, la précarité, même juste, vous voyez, être temporairement chez quelqu'un, mais ne pas avoir un chez-soi, impacte la santé mentale. Comme disait mon collègue tout à l'heure, aussi briser les tabous sur la santé mentale. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'entends le plus, c'est, bon, les psys, c'est pour les fous, pour les folles, ou on peut entendre aussi, les psys, c'est que un truc de blanc. Et ça aussi, bon, c'est des tabous, vous voyez, à questionner.
à questionner parce qu'il peut avoir un fond de vérité, hein, mais la psychiatrie, la psychologie reste quelque chose d'un point de vue occidental. Et c'est vrai qu'elle a pu faire preuve aussi de racisme, sexisme, homophobie. Donc, bon, je trouve que quand je dis briser les tabous, c'est vraiment questionner, en parler et pas juste imposer une vision sur la santé mentale. Aussi, le tabou de, ce que j'aime beaucoup, c'est, bon, il suffit de le vouloir, aller, alors, ce n'est pas exprimé comme ça pour les enfants, mais c'est, voilà, j'y arrive pas, et d'autres qui peuvent dire, mais non, allez, il suffit de le vouloir et on peut aller mieux. Parfois, oui, c'est vrai, parfois, évidemment, ça ne suffit pas. Renforcer les compétences psychosociales, ça, je pense que vous le savez, on l'a dit, on le redit. Donc, les compétences psychosociales, les fameuses CPS. Micro. Les compétences, les CPS. Parler à Xavier et à Micro. Je sais pas S'il vous plaît, il faut vraiment que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, Sophie et moi, je me reconnecte. Merci beaucoup. C'est la chaleur. Donc, les fameux CPS, oui, les CPS, c'est quoi? En gros, très, très simplement, c'est des ressources qui nous aident à affronter les difficultés, les défis de la vie pour avoir un minimum de bien-être, d'accord? Donc, par exemple, comment gérer ses émotions, comment développer plus de confiance en soi, comment avoir de l'esprit critique, ne pas croire à tout ce qu'on nous dit, comment gérer les conflits, etc. Donc, c'est clair que au niveau individuel, c'est notre marge des manœuvres individuelle, si vous voulez. Si je renforce mes ressources, je peux affronter les défis, les difficultés normales de la vie, d'accord? Et avoir une santé mentale plus renforcée. Et après, évidemment, comme on disait tout à l'heure, le collègue le disait, ça dépend évidemment de tous les facteurs socio-économiques. Donc, c'est une vulnérabilité et du coup, là, un facteur protecteur, mais ça dépend aussi de où on est, enfin, où on habite, qui on est, l'environnement où on est, etc., etc. Et donc, justement, comprendre aussi tous les déterminants sociétaux de la santé mentale peut aider parce que moi, dans mon expérience, ce que je vois, c'est que ça baisse un peu la pression. C'est OK, je comprends que je ne suis pas le seul responsable ou la seule responsable de mon état psychologique, mais ça dépend aussi. Si je subis du racisme, c'est clair que ce n'est pas la même chose que si je ne le subis pas, par exemple. Et donc, là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille plutôt du coup dans la prévention. OK, on a fait un constat. OK, les signes d'alerte. On verra vers la fin vers qui orienter. Même si j'ai cru comprendre que dans le chat, déjà, il y a pas mal de ressources qui sont partagées. Donc, comment renforcer la santé mentale? Donc, du point de vue, du coup, des adultes, donc par rapport à vous et votre posture, comment on voit les enfants, comment on leur parle, comment on les perçoit. Déjà, ça peut être une première étape. Et donc, je vous propose un petit jeu. Donc, là aussi, vous pouvez ressortir vos claviers et me dire ce que vous voyez dans l'image de gauche. Là, il y a la bouteille et je profite pour boire. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, la bouteille, c'est quoi le dessin dans la bouteille? Sur la bouteille, qu'est-ce que vous voyez? On a une réponse qui dit un couple. Un couple. Des gens qui s'enlacent, enlacement, Oui. couple. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui voient les dauphins? Alors, je crois qu'il y a une personne qui l'a marqué, mais je vérifie. Oui, dauphin. Dauphin, en effet. Donc, il y en a qui… Donc, j'invite aussi ceux et celles qui voyaient le couple qui s'enlace à chercher à percevoir les dauphins qui sont du coup en gris. Donc, c'est plutôt les contours du couple qui s'enlace sont du coup faits par les dauphins. Et donc, rapidement, un peu cette image. Donc, l'image de droite, elle est plus connue. Donc, il y en a qui voient une vieille dame et d'autres une jeune dame. Là, l'idée, c'est du coup justement de partager cette différence qu'on peut avoir parfois. Là, ça montre que la réalité est une construction faite par nos perceptions. Okay, c'est pas la réalité, elle n'est pas vraie pour tout le monde, elle n'est pas réelle, elle n'est pas pareille que tout le monde. Ça dépend de qui on est, nos valeurs, nos besoins, comment on perçoit le monde. Est-ce qu'on est fatigué ou pas? Donc, peut-être que ce webinaire, aujourd'hui, avec la canicule, la chaleur, la fatigue, vous ne le percevez pas de la même manière que si vous étiez en forme. Et vous voyez, ça, moi, je le lis à toute cette thématique d'aujourd'hui, parce que parfois, quand on voit quelqu'un, donc un enfant notamment avec des comportements perturbateurs, évidemment,
nous, on a notre vision qui est une réalité construite par nos perceptions, pas tout ce qu'on a vu, évidemment, hein, je ne dis pas qu'elle n'est pas vraie, mais elle est vraie pour nous. Et sûrement, l'enfant, donc nous, on voit le couple qui s'enlace, l'enfant voit une autre chose. Ce que je veux dire, c'est que pour lui, sûrement, il a des raisons, il y a une logique dans ce qu'il fait, il voit sûrement autre chose. Et ce qui peut être intéressant, c'est dans la posture qu'on a déjà juste, mais même avec les collègues d'ailleurs, même avec les adultes, entre nous, c'est vraiment de se dire, OK, moi, c'est ma vision, toi, comment tu vois les choses? On essaie de partager déjà comment on voit les choses, pourquoi on fait les choses, parce que sûrement les autres, si moi, je vois quelque chose, l'autre, il peut voir une autre image. Par exemple, aussi, dans l'exemple, soyez sage. Quand on peut dire des enfants, soyez sages, hein, ou je suis fière, vous avez été sage. Ça aussi, ça dépend ce qu'on met derrière être sage. Peut-être que pour les enfants, nous, on voit, encore une fois, si je prends la métaphore, nous, on voit le couple qui s'enlace, les enfants, ils voient des dauphins. Et du coup, s'il y a des incompréhensions, ça peut être aussi pour cela. Notamment aussi quand on dit à quelqu'un, ou quand on peut penser, hein, celle-là, elle est folle, tu vas voir, la nouvelle collègue, oh là là, elle est obsessionnelle, ça aussi, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on voit derrière. Donc, ça peut être intéressant de transformer notre vision en comportement. Qu'est-ce qui te fait dire que cet enfant est perturbateur? Comme ça, on revient au comportement et on peut expliciter un peu plus la vision qu'on a des choses. Bien, vu qu'il fait chaud, je vous propose une petite pause attentionnelle très rapide. Donc ça, c'est des outils de Scholavie qui sont gratuits. Je pense que peut-être il y en a qui connaissent. Sont gratuits, téléchargeables gratuitement. Scholavie, c'est vraiment une association qui vraiment se penche sur tout ce qui est CPS à l'école. Et donc, ce que je vous propose, j'ai choisi déjà, comme ça on va plus vite, je vous propose, si vous le voulez évidemment, c'est de fermer les yeux et d'écouter les sons environnants pendant quelques secondes. Encore une fois, on se recentre sur soi-même. On se recentre sur la perception des sons pour mettre aussi en pause peut-être toutes les pensées qui peuvent venir, faire une pause attentionnelle et repartir. Alors, là maintenant, on va faire du coup le parcours inverse. On a vu que la santé mentale dégradée, donc le stress chez les enfants par exemple, peut impacter leur apprentissage et du coup de manière générale leur parcours éducatif. Donc là, on peut faire l'inverse et voir quelles sont les méthodes d'apprentissage selon la psychologie cognitive et les sciences de l'éducation qui peuvent du coup renforcer la santé mentale, donc à l'école et évidemment ailleurs. Donc, ça, c'est un acronyme qui peut un peu nous aider donc, pour montrer les 4 piliers d'un apprentissage réussi. C'est Stanislas Dehaene, qui est un psychologue et qui travaille beaucoup sur cela. Et donc, c'est l'acronyme CARE, donc, qui en anglais, ça veut dire prendre soin, donc prendre soin. Comment, en tant qu'adulte, on peut prendre soin de l'apprentissage. Et du coup, des élèves aussi, des apprenants et apprenantes. Donc, on commence par le C. C de consolidation. Donc, c'est l'importance, on a vu, pour bien apprendre, de répéter. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de repartir l'apprentissage. Donc, il vaut mieux faire 15 minutes par jour, 10 minutes par jour, plutôt que 2 heures d'affilée pour apprendre quelque chose et laisser justement les enfants, même nous, en tant qu'adultes, répéter. Consolider aussi, ça passe par l'action. Donc, le fait de faire et pas que juste écouter. Là, je pense que tu es en train de le tester aussi. Un webinaire, c'est toujours plus complexe qu'une formation en présentiel où on joue, on teste, on touche les outils. Mais en tout cas, faire, évidemment, ça consolide beaucoup plus l'apprentissage et l'importance du sommeil, parce que ça aussi, on sait que quand on dort, la mémoire, toutes les connaissances, s'active et c'est consolide plutôt. Toutes les connaissances aussi se consolident grâce au sommeil. Et d'ailleurs, ça peut être une piste de solution pour des enfants qui ont aussi des troubles d'attention, par exemple, d'aller voir leur sommeil et du coup essayer de solutionner leurs problèmes de sommeil, par exemple. Du coup, déjà, juste ça, le fait de faire en sorte que les enfants puissent répéter, du coup, sentir bien dans leur compétents et compétentes dans leur apprentissage, ça peut répondre déjà, si on fait le lien avec la santé mentale, à leurs besoins d'autonomie, du coup, sentir que je peux essayer toute seule parce que je suis en train d'essayer, de tester, d'émettre des hypothèses. Donc, je peux essayer toute seule à apprendre. Je peux me sentir compétente parce que je sais faire.
Ça peut aider à aussi augmenter, à renforcer du coup la confiance en soi et la gestion des émotions. Parce que si je répète, parfois ça peut être aussi ennuyant de répéter, de refaire, de reviser à chaque fois. Et du coup, ça peut apprendre aussi aux enfants à gérer ses émotions, la frustration de vouloir faire autre chose. Et ben non, on répète. Mais vu que c'est structuré 15 minutes, enfin en tout cas, ça dépend de l'âge évidemment, ça peut être plus facile. Si on va dans le A, donc l'attention aussi un pilier de l'apprentissage. Alors déjà, elle est limitée et sélective. On dit c'est 10 minutes pour les enfants et encore, ça dépend de l'âge, et 20 minutes pour les adultes et encore, ça dépend si on est fatigué ou stressé. Et très souvent, on l'est, donc ça peut vraiment réduire. Donc l'idée, vraiment la tâche la plus difficile pour chacun accompagne, là je parle de professeurs de manière générale évidemment, c'est canaliser, captiver l'attention des élèves, qui est vraiment très limitée. Donc par exemple, éviter les doubles tâches, faire 2 choses en même temps. Du coup, proposer des pauses attentionnelles. La roue que j'ai proposée, elle est disponible, donc pourquoi pas aussi l'utiliser. Et on sait aujourd'hui aussi que le mouvement, il y a énormément d'études de psychologie de l'apprentissage et de l'éducation qui le confirment, le mouvement aide et soutient vraiment l'attention, la concentration. Donc parfois, peut-être aussi dans les pauses attentionnelles, juste se lever, bouger un peu, un petit stretching et se rasseoir. Chose que je fais en formation, en intervention avec les enfants. Et ça marche très bien. Après, ils se rassoient parce qu'ils savent que c'est juste pour une pause attentionnelle. Il faut l'expliquer évidemment. Et après, on repart dans le travail. Et ça aussi, du coup, le fait de sentir que on prend en compte leurs besoins attentionnels, ça peut aussi faire en sorte qu'ils se sentent pris en compte. Donc, leurs besoins aussi de considération et encore une fois d'autonomie de la compétence, ça aide. Leur confiance en soi peut être augmentée et ainsi que l'entraînement de la gestion des émotions. Le R de rétroaction, donc le feedback, pour pouvoir donner un feedback. Donc, là, ce qu'on fait en webinaire, qu'une présentation descendante, bah, on sait déjà que du coup, ne sera pas hyper efficace pour l'apprentissage parce qu'on a besoin pour apprendre d'un feedback qui soit aussi positif, donc pas que négatif, les deux sont importants pour s'améliorer, mais aussi le positif. On a plutôt la tendance à avoir le biais de négativité, donc à voir plutôt ce qui ne va pas. C'est normal, on est câblé pour soi, pour voir le danger, ce qui ne va pas. Donc, il faut vraiment un effort actif pour se dire, OK, j'essaie de voir, même si c'est l'élève perturbateur, OK, aujourd'hui, en effet, il a réussi à apprendre ou il a réussi à rester sage. Donc, comment pouvoir lui dire et de manière précise surtout. Parce que souvent, on peut dire aussi, bah, je suis très fière de toi ou génial, tu as été sage, c'est incroyable. Mais pareil, ce n'est pas assez précis, ça ne donne pas assez d'informations sur ce que tu attends de moi. Donc, moi aussi, je vais vous demander, bon, comment c'était le webinaire. Vous me dites, ah, c'était génial, Sarah. Moi, OK, je peux être contente, mais ça ne donne pas d'infos sur qu'est-ce que je dois reproduire. Est-ce que c'est les diapos? Est-ce que c'est la pause attentionnelle que j'ai faite? Est-ce que c'est l'exercice du début? Et donc, encore une fois, revenir à des comportements. Qu'est-ce qu'on peut préciser dans ce que la personne a fait? Dans la rétroaction, du coup, les feedbacks, c'est aussi comment encourager l'effort et pas que le résultat. Pour éviter aussi la frustration de toujours être un échec, par exemple, mais d'encourager le parcours. Laisser des questions aussi que les enfants, alors évidemment après on en reviendra, mais ça dépend, on l'a dit, il y a du contexte, de qui vous êtes, de parfois l'envie, en tout cas la fatigue, l'état de fatigue, de stress que vous avez, c'est une question de système, de moyens que vous avez à l'école. Ça, évidemment, il faut toujours le prendre en compte. Mais ça, c'est encore une fois notre marge de manœuvre. Donc, quand on peut, laisser aussi la place aux questions et la place à une auto-évaluation de l'enfant. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton exercice ou de ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en penses? Et enfin, du coup, dans la rétroaction, aussi l'importance de l'erreur. Évidemment, on est tous et toutes d'accord, je pense, de dire qu'on a le droit à l'erreur. Après, comment le mettre en place? Ça peut être plus complexe, de vraiment parler des échecs, parler des erreurs et l'utilise comme levier d'apprentissage. Ça aussi, du coup, si on revient à la santé mentale, ça peut aider du coup à donner des ressources autour de, encore une fois, les besoins d'autonomie, de compétences, la confiance en soi, parce que justement, même si, encore une fois, je n'ai pas réussi à terminer mes exercices de maths, mais c'est mon effort qui est mon parcours qui est valorisé et pas que ma réussite, que du coup est encore un échec.
Ça m'apprend à gérer les émotions, du coup, mon stress, ma frustration face à l'échec, par exemple. À savoir, du coup, aussi, qu'est-ce que tu attends de moi? Et du coup, à pouvoir m'adapter beaucoup plus, à me motiver, à entraîner l'esprit critique, du coup, le discernement. En effet, là, je me suis trompée, mais pourquoi? Et pouvoir réfléchir. Et en plus, ça peut renforcer les relations avec les autres. On a dit que les relations sont aussi très importantes pour la santé mentale parce que les pairs peuvent aussi donner des feedbacks positifs et précis, par exemple, encourager. Et d'ailleurs, ça peut aider l'interaction, la relation avec vous-même. Enfin, l'engagement. Donc, comment on sait aussi que si c'est tout bête, mais si on est motivé, intéressé à apprendre quelque chose, c'est beaucoup plus simple de l'apprendre. Et du coup, comment stimuler un engagement chez les enfants? Encore une fois, il faut repasser par le faire. Donc, on sait qu'on retient beaucoup plus ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ce que moi, j'essaye, ce que je teste, je génère des hypothèses, je me questionne. Et ensuite, bon, le fait de tester, du coup, ça fait que je m'engage beaucoup plus que seulement si j'écoute quelqu'un parler. Et aussi, encore une fois, il revient à la motivation d'apprendre. Donc, comment aussi générer de la curiosité, captiver les enfants, donner du sens à ce qu'on fait. Parce que l'une des clés de la motivation, on le verra juste après pour les 3 minutes qui nous restent, de la motivation, c'est justement le sens qu'on donne. Et du coup, justement, pour vous donner à la fin aussi comment, du coup, comment motiver aussi les enfants. Encore une fois, on fait ce qu'on peut, mais les clés de la motivation, au-delà de punition et récompense, là, vraiment pas de la motivation intrinsèque. Donc, ce qui me motive à apprendre au-delà qu'une récompense, un prix, une punition. Du coup, c'est la compréhension, comprendre pourquoi on fait les choses. Souvent, les enfants me parlent des maths. Ils ne comprennent pas du coup les maths, pourquoi les maths, les maths, les maths. Et c'est vrai que c'est très dur d'ailleurs. Donc, donner du sens, ça c'est très dur hein, parce que c'est là qu'il faut trouver faire comprendre aux enfants pourquoi on fait les choses, peut-être inscrire dans un projet. Ça, je vous apprends vous apprends pas votre métier, mais parfois ça va être dur en effet de faire comprendre et que les enfants comprennent pourquoi on fait ça. Et parfois il n'y a pas forcément de sens, mais du coup on peut aussi juste le notifier que c'est vrai. Là, il n'y a pas trop de sens. Mais il faut le faire et bon, mais au moins on le nomme. La connexion. Parfois, les enfants font des choses parce que c'est le copain aussi qui fait l'exercice de maths. Donc, allez, c'est lui qui le fait. Et donc, je me sens connectée à lui ou elle. Et donc, ça me motive. La compétence. Donc, le fait de se sentir compétent. Donc là, on peut parler aussi de la zone de développement proximal de Vygotsky, qui est donc un psychologue qui, justement, c'est aussi, ça peut être assez intuitif, mais les études l'ont montré, quand c'est trop difficile, je pense, si vous pensez aussi à vous, à une tâche que vous faites qui est trop difficile pour vous, du coup, vous vous démotivez parce que c'est trop compliqué. Et à l'inverse aussi, quand c'est trop facile, ça peut démotiver aussi parce que voilà, c'est trop facile, je m'ennuie, je l'ai déjà faite, c'est bon, c'est trop facile. Donc là, évidemment, on revient au contexte et au système. C'est clair qu'être toute seule face à une classe de 30 élèves, 25 élèves, et voilà, évidemment, on ne peut pas adapter le rythme et l'apprentissage pour chacun et chacune. Mais bon, ça, c'est un problème de contexte, pas voilà, de moins de connaissances. Et le dernier, du coup, le choix. Pour répondre aux besoins d'autonomie, c'est aussi, est-ce que parfois, dans certaines tâches que vous proposez, est-ce que vous pouvez donner le choix? Donc, le cadre, évidemment, là, on revient, hein, le cadre est très important, c'est un besoin aussi très, très fondamental pour les enfants. Donc, il faut garder le cadre. Et donc, par exemple, ça, c'est quelque chose d'obligatoire, il faut le faire. Par contre, je peux te laisser le choix sur, voilà, est-ce que tu veux commencer par cet exercice ou l'autre? Est-ce que tu veux le faire par écrit ou à l'oral? Est-ce que, en tout cas, tout seul ou avec quelqu'un, avec un camarade peut-être? Donc, l'idée, c'est de voir à quel moment on peut répondre à ce besoin d'autonomie, de liberté, pour laisser choisir, parce que ça aussi, ça peut augmenter la motivation. Même là, tout bêtement, je vous ai dit, je vous pose la pause attentionnelle. Si vous ne voulez pas, vous ne la faites pas. Donc, je vous ai laissé le choix. Et normalement, même dans mes formations adultes, quand je laisse le choix, la plupart du temps, tout le monde participe aux jeux et aux exercices qu'on fait. Voilà, 30 minutes, parfait. Donc, pour conclure, mais je pense que ça aussi, ça a déjà été dit, à l'école, il y a le protocole santé mentale, donc l'idée de repérer des personnes repères, justement, pour faire l'adressage, alerter, repérer, alerter et adresser.
Ça, c'est aussi plutôt pour les enfants, mais aussi ados. Je vous l'ai mis parce qu'il y a des numéros aussi qui peuvent servir pour tout le monde. 30-20, 30-18, c'est pour le harcèlement, ça, déjà été dit. Le 119, vous le connaissez. Et ici, enfin, je vous ai mis pas mal de sites, et par rapport au CPS, et par rapport à la santé mentale, mais que mon collègue aussi avait déjà mentionné. Pour terminer, je vous propose, donc, si on parle d'apprentissage, pour la consolidation et projection, de répondre, l'exercice de la tête et des pieds. Normalement, il y a le cœur aussi, mais on n'a pas le temps. C'est la tête, le cœur et les pieds. Donc, la tête, j'ai appris que, si vous avez appris quelque chose. Le cœur, c'est comment je me suis sentie pendant cette session d'apprentissage. Et les pieds, donc ils bougent les pieds. Donc, quelle serait la petite action que vous avez envie de mettre en place après ce qu'on s'est dit pendant ces 30 minutes? C'était rapide, mais est-ce que quelqu'un a envie de partager? J'ai appris que. Et vraiment, j'ai appris que, parce que le fait de dire j'ai appris que, ça fait qu'on révise. Et qu'est-ce que vous avez envie? Une petite action, vraiment la méthode les plus petits pas possibles. On ne se donne pas, je vais tout changer à ma manière de. Mais d'après ce qu'on s'est dit, est-ce qu'une petite action que vous aurez envie de mettre en place? Attendez, comment? Oui, vas-y, Marie-Pascale. Il y a une réponse, quelqu'un qui indique « J'ai appris les 4 C », donc les 4 C de la motivation. D'autres disent aussi pareil, super mémotechnique. Les 4 piliers de l'apprentissage aussi, donc je pense que c'est les mêmes. Donc là, pour l'instant, on a beaucoup de réponses en fonction de ça, des 4 C. La pause attentionnelle, c'est cité aussi. La découverte des CPS, ça donne envie d'aller plus loin. Oui, 30 minutes, c'est rapide. Hein. On fait des formations de 3 jours, hein, normalement, sur tout ça. Hein. Oui. Puis plus précisément, dans les 4 C, quelqu'un dit qu'il a découvert le choix. Quelqu'un aussi nous partage le fait de l'importance des compétences psychosociales comme facteur de protection de la santé mentale. Une autre personne indique qu'elle a retenu les signes de stress chez l'enfant. Ouais, ça, je vous mettrai aussi le lien pour avoir vraiment par tranche d'âge, si ça vous intéresse. Ça donne aussi envie de former l'équipe de l'association dans laquelle cette personne qui s'exprime travaille. Quelqu'un regrette la rapidité aussi de la présentation et que on aurait pu aussi passer plus de temps. Ah oui. Quelqu'un d'autre dit en 30 minutes, bravo. Donc, quelqu'un dit on veut un webinaire plus long sur les CPS. Merci à tous. Ah, mais ça, avec plaisir. Des petites actions à mettre en place, il y en a par hasard? Qu'est-ce que vous avez envie de, par exemple, faire attention, je sais pas, à la vision de l'enfant, lui, d'explorer ce que lui, comme il voit, ou il y en a parfois qui me disent, justement, essayer de utiliser le levier du C, justement, du choix. Ou, Alors, quelqu'un dit que ça donne envie de se former au PSSM. Oui. Donc, c'est aussi une action à mettre en place. Tout à fait. Travailler lors d'un webinaire sur les CPS. Quelqu'un dit aussi préciser les mots sages et ce qu'on met derrière. Même en famille ou entre amis, finalement, qu'est-ce qu'on pressent en tout cas derrière le mot sage? Oui, parce que vous voyez souvent, même quand on dit je veux qu'il soit autonome, je veux qu'il soit très fort, pareil, qu'est-ce qu'on entend derrière? Ou tu es retardataire, si on se le dit entre collègues. Parfois, pour éviter les incompréhensions, ça peut être intéressant de se rappeler de cette image surtout que moi, je vois pourquoi on ne se comprend pas. Moi, je vois la vieille dame, toi, tu vois la jeune, c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. OK. Pas très bien. Après, on a des envies de le travailler dans certains contextes, donc réfléchir dans le cadre du classe, par exemple, donc contrat local d'accompagnement à la scolarité, pour travailler sur les conditions d'apprentissage, essayer de mieux se détacher du jugement et rester sur le constat du comportement de l'enfant. C'est déjà pas mal. Mais oui, quelqu'un dit travailler davantage sur la notion d'erreur. Voilà. Génial. OK. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, d'autres questions, d'autres remarques? Parce qu'en tout cas, tout ce que là, ça reste un webinaire, mais en tout cas, en formation adulte, tout ce que je mets en place aussi, après, ça peut aider, je le fais avec les enfants aussi, hein, donc tous les outils. Il y a des profs aussi qui ont commencé à mettre en place à la fin de leur session
mais même hein, en classe, par exemple, classe, donc aide aux devoirs. J'ai appris que, donc on se lance une balle, j'ai appris que, et les enfants, du coup, vous aurez sorti aussi des choses que vous ne pensiez même pas que vous ayez transmis, quoi. On a quelques questions, notamment une, si avez-vous envisagé d'intégrer davantage l'ethnopsychiatrie dans les parcours éducatifs, puisque les représentations culturelles ont un impact important sur la perception de la santé mentale. Cette approche pourrait aider à mieux sensibiliser les familles et les professionnels tout en contribuant à réduire les stigmatisations. D'introduire quoi, le début de la phrase, s'il te plaît? L'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie. Oui. Oui, en effet. Alors, moi, je ne suis pas formée à ça, mais c'est clair que il faut le répéter à chaque fois, oui, que les déterminants culturels, socio-économiques sont très importants. Donc, et c'est pas que des facteurs individuels. C'est vrai que moi, je le vois encore souvent, enfants, parents, ados, qui prennent en compte que qui prennent en compte que leurs facteurs individuels et ils oublient. Enfin, je pense qu'on est un peu conditionné à ça, à penser que c'est notre individualité qui façonne notre santé mentale, alors que, évidemment, la culture, les valeurs qu'on a, qui on est dans la société, comment on est perçu par la société, façonne aussi les troubles psychiatriques. Merci, Sarah. Merci. Merci. Donc, il y a une question aussi autour des parents non francophones. Donc, comment transmettre ces notions aux parents non francophones ou parents des QPV, assez éloignés des notions qu'on a abordées cet après-midi? Est-ce que vous avez eu des expériences où justement on facilite finalement la compréhension de ces pistes d'apprentissage ou de ces changements de pratique? Très bonne question. Alors, c'est vrai que, 30 minutes, je n'arrive pas à tout dire, mais il existe des programmes aussi autour des CPS pour vraiment travailler les CPS directement. Ce n'est pas que par le biais de notre posture, l'apprentissage, mais il existe des programmes, notamment le programme du CRIPS qui s'appelle Feel Good. Donc, on co-anime 10 séances avec les professeurs, les enseignants-enseignantes, donc c'est un primaire. On forme les profs en amont, on co-anime 10 séances. Et ensuite, il y a 3 ou 6 séances avec les parents. Donc ça, dans mon expérience, j'ai vu que ça peut fonctionner parce que du coup, ça parle de confiance en soi, gestion des émotions, choses qui peuvent parler aux parents. Et dans ce cas-là, du coup, c'est souvent les enfants qui sont très enthousiastes de ce programme et du coup qui en parlent à leurs parents. Et du coup, on a eu aussi une réunion parents de ce programme, des parents du coup qui ne parlent pas la langue française. Et du coup, comme d'habitude, malheureusement, pour certaines langues, si c'est de l'italien ou de l'anglais, je peux traduire. Mais sinon, c'est les enfants même parfois qui traduisent ou entre parents. Et ça, du coup, ça faisait qu'ils s'approchaient du coup de la santé mentale parce que les CPS, évidemment, ça fait partie de la santé mentale. Après, dans notre contexte, oui, là aussi, c'est une question de moyens. Est-ce qu'il y a des traducteurs, traductrices? Il faudrait ça. Quand je travaillais à l'hôpital, à un moment, en pédopsychiatrie, on avait des traducteurs. Et du coup, ça, on pouvait travailler avec les parents qui parlaient n'importe quelle langue. Mais on revient du coup au contexte, aux facteurs de santé mentale bien plus large que l'individu. Mais il faudrait des moyens aussi pour traduire. Après, par exemple, dans le site du CRIPS, oui aussi, vous trouverez énormément de ressources téléchargeables gratuitement autour de la santé, prévention de la santé et promotion. Il y a aussi des flyers en plusieurs langues. Voilà. Merci, Sarah. Donc, on peut peut-être poursuivre. Il y a une question qui est liée à la complicité à trouver pour. Alors, je ne sais pas si c'était le terme complicité, à trouver je pense que c'est la complexité, à trouver des places en CMP ou CMPP, par exemple, avec les difficultés financières pour avoir un suivi, avec une méconnaissance des dispositifs qui existent. Voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'accompagnement qui sont utilisées ou est-ce qu'on est on est encore bien sûr sur ces difficultés d'accès au CMP ou CMPP et est-ce que vous avez connaissance d'autres ressources pour les enfants et les familles? Alors, en effet, c'est encore une fois le système de santé publique, je vous n'apprends rien, je pense, qui en effet n'a pas beaucoup de moyens, donc en effet, il y a encore beaucoup de listes d'attente.
pour les services publics du coup, de santé mentale, du coup, qui sont accessibles gratuitement. Après, ça dépend, parce que par exemple, pour par exemple, les TSA ou surtout les TSA, donc le trouble du spectre autistique, il peut y avoir des plateformes. Donc, on peut passer par le libéral, donc des professionnels libéraux qui peuvent diagnostiquer, par exemple, et suivre l'enfant, mais c'est quand même remboursé par le biais des plateformes de diagnostic. Pour le TDAH, par exemple, on a parlé tout à l'heure du TDAH, donc ça aussi, c'est un peu moins développé que le TSA, par exemple. Donc, non, après, c'est plutôt pour les plus âgés où il peut y avoir des points accueil écoute jeune, mais ça, c'est plutôt pour les adolescents. C'est vrai que pour les enfants, bah, après, il y a le dispositif, là, c'est la chaleur, mon psychologue, je ne sais plus, c'est 12 séances, 12 Mon séances soutien psy, remboursées. c'est Merci, écrit sur le merci, mon chat. soutien psy. Ouais. Mais ça aussi, c'est un peu, sincèrement, encore une fois, c'est mettre un peu un sparadrap pour limiter la plaie. On ne donne pas des moyens au système public. On donne 12 séances comme ça remboursées, mais en 12 séances, est-ce que ça fonctionne? Donc, ouais. Oui, on revient aux facteurs du coup socio-économiques, sociétaux, politiques. Du coup, la santé mentale est une question politique, elle n'est pas une question individuelle, ça c'est sûr. On a une question sur le chat. Combien de psy acceptent de faire fonctionner avec mon soutien psy? Chaque fois que j'entends parler de ça, c'est pour dire qu'ils ne veulent pas. C'est vrai. Mm. Alors, le syndicat des psychologues est contre ça, en effet, pour des questions que je viens d'évoquer. Et c'est vrai aussi qu'on est beaucoup moins bien payé. Donc, ça aussi, notre travail n'est pas valorisé. Et donc, c'est vrai que malheureusement, oui, il y a beaucoup de psys qui ne le font pas, on le fait à moitié. Et du coup, c'est ça aussi qui provoque une liste d'attente énorme aussi. Enfin, je pense qu'encore ça va, mais en effet, pour les psychologues en libéral. Encore une fois, c'est vraiment la solution, on l'a. Hein. Il faut juste donner plus de moyens tous les CMP, les CAMS, les CMPP, tous aux services publics. La solution est toujours la même. Hein. Merci Sarah. Et donc en dehors de ces questions, il y a pas mal de réactions, en tout cas de remarques, de réactions par rapport à des choses qui sont déjà pratiquées sur les territoires qui sont présents là en visio. Voilà, par exemple, des réactions au fait qu'une erreur, ça se corrige, etc. Des précisions aussi sur les dispositifs de renforcement des compétences psychosociales, notamment avec la partie parentalité qui existe avec une version pour les 3-6 ans. Le déploiement dans certains départements d'Île-de-France des compétences psychosociales aussi et de ne pas avoir forcément besoin d'être réellement dans les programmes probants pour développer des choses sur les compétences psychosociales. Voilà, donc on a des remarques, en tout cas des réactions de ce type-là. Donc c'était pour vous les partager. Pour ceux qui n'ont pas accès au chat, et là je pense qu'on est à peu près au bout. Guillaume, je ne sais pas si tu vois autre chose. Non, c'est bon, je pense. En tout cas, il y a un site que je vous ai mis sur le diapo, qui est le Sirena. Et ce site recensie tous les programmes probants, mais pas que probants, il me semble, autour des CPS. Donc, pour tous les âges, donc vous pourrez aussi, en effet. Et après, oui, une fois qu'on s'est formé, on peut aussi se dire, on peut faire un petit atelier sur la confiance en soi, par exemple, mais aussi en tant que comment je m'adresse aux enfants, comment je les encourage, je les valorise. Je peux aussi développer la confiance en soi sans faire forcément un atelier spécifique sur la CPS confiance en soi. C'est clair. Je me permets, Guillaume et Marie-Pascale, il y a une remarque qui est intéressante dans le chat, c'est qu'en complément des PRE et des cités éducatifs, les CLS, les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale offrent un cadre de coordination intéressant pour rapprocher les acteurs de l'éducation, de la santé, du médico-social et renforcer les parcours en santé plus particulièrement. C'est vendredi aussi la chaleur, plus particulièrement en santé mentale et ainsi vous accompagner sur les projets d'un territoire. Il est vrai que j'ai cité en intro les coordos PRE et cités éducatives, mais il y a des coordinations santé sur vos territoires. Alors, selon les territoires,
vous avez différents types de coordination, donc CLS, CLSM, les ateliers santé-ville, notamment dans les quartiers prioritaires, sont aussi des acteurs mobilisables. Et puis, alors, on ne l'évoque pas du tout et ça serait peut-être intéressant de creuser, mais dans les régions, normalement, il y a ce qu'on appelle les projets territoriaux de santé mentale, qui justement travaillent sur les parcours en santé mentale des personnes. Et donc, à voir peut-être de creuser aussi sur ce qui est proposé dans le cadre de ces projets territoriaux de santé mentale. Voilà, je voulais juste apporter ce complément parce que la remarque est vraiment était intéressante aussi. Merci. Merci. Je vous propose de conclure ce webinaire. Donc voilà, on a eu plusieurs interventions, notamment une introduction voilà, par Lucie pour rappeler un peu que la santé mentale, c'est un enjeu majeur dans les quartiers politiques de la ville, qui sont davantage intégrés dans la nouvelle contractualisation, mais il y a un besoin sur l'opérationnalité de la santé mentale sur les territoires. Ensuite, on a eu une enquête qui a mis en évidence une prévalence des troubles probables de santé mentale chez les enfants, avec plusieurs facteurs de vulnérabilité qui ont été identifiés. Et puis un rappel que voilà, de nombreux enfants ont recours à des soins, mais qu'une partie d'entre eux sont sans accompagnement, et que ces résultats rappellent l'importance d'agir en amont et de faire de la prévention précoce, avec un zoom sur le harcèlement et ses facteurs, et un rappel sur que voilà, cette étude va être renouvelée en 2028 avec un nouveau format. Et à l'instant, on a eu l'intervention d'une psychologue formatrice et intervenante voilà, qui nous a présenté le lien entre santé mentale et parcours éducatif, en comment les deux s'influencent mutuellement. Voilà, son intervention a pu mettre en évidence des interactions santé mentale réussite scolaire, les facteurs de protection et de vulnérabilité qu'il peut y avoir, et ainsi qu'un tout un tas d'outils qui a pu être présenté, notamment sur le PowerPoint, mais aussi sur le chat. Donc voilà, on espère que ces ressources vont pouvoir vous aider sur les territoires. Quelques informations pratiques. Donc, comme on vous le disait, vous allez recevoir le support de présentation, le replay également. Et si vous souhaitez en savoir plus et avoir plus de webinaires de ce type, voilà, vous pouvez suivre le site internet du Réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Et encore une fois, un grand merci pour les intervenants, pour la qualité des échanges et ainsi que pour les participants. Voilà, donc on vous retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire, je l'espère. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci, Merci. Au revoir. Merci, revoir. au revoir. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Au Au revoir, merci merci. beaucoup. revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.